bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde me voit ou il faut que je me lève parce que je suis pas très grand. Bonjour à toutes et à tous. Benvinguts, je viens du pays catalan aussi, donc benvinguts. Ça y arrive. Je suis vraiment ravi d'être là. Je voudrais juste dire en intro une petite chose. Il y a ce qu'on appelle le génie d'une langue, il y a ce qu'on appelle le génie de la lampe, et j'estime qu'il y a aussi un génie à RH, le génie de RH. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, juste pour vous expliquer comment en fait on est parti pour organiser cette conférence, c'est qu'en fait on avait brunché avec Indiana un midi, et puis on parlait de nos projets respectifs, et puis je dis mais Indiana, il y a des trucs à partager là. Vraiment, il y a des trucs à partager, on va appeler RH, et puis on va leur proposer. Allez, soyons fous, ça marche comme tu disais, ça marche pas, on n'a rien à perdre. Je crois que l'après-midi même, je crois que j'ai appelé direct Eric. Je dirais que je passe à RH cet après-midi, je veux te voir, et puis j'ai des trucs à discuter avec toi. Et puis on a vu Eric et Morgane, et puis l'après-midi on commençait déjà à prendre le rendez-vous pour l'espace cerise. C'est ça que moi j'appelle le génie RH, c'est génial. Il y a une initiative, une écoute et une initiative derrière, hyper rapide, qui permet de monter des choses comme celle-là. Donc j'aimerais juste qu'on rende hommage à toute l'équipe d'RH, à Eric et à Morgane, et qu'on les applaudisse. Alors, une fois chose faite, voilà, on va passer au sujet. Donc moi j'ai... Ouais, ça... Non, c'est bon. Moi j'ai connu RH donc en 2000, c'était octobre 2009. J'étais effectivement en transition entre 9 années au CICR, où ma dernière année était à Genève, et je me réinstallais à Paris. Je suis revenu aussi à Paris pour des raisons personnelles, pour être en couple. Et en fait c'est très drôle, je ne m'explique pas totalement en fait certaines choses. Le lien que j'ai avec RH, c'est qu'en fait le jour où je suis arrivé, j'ai rencontré une des psychologues RH très sympa, très gentille, avec une écoute positive que j'avais rarement vue. Et le jour où j'avais ce rendez-vous, je savais que j'avais un poste au ministère des Affaires étrangères comme contractuel sur les questions de droits de l'homme. Donc je dis, ben voilà, je viens, mais en fait, j'ai un boulot. C'est un peu bizarre. Et je sais pas, je ne m'explique pas, je pense que si, il y a des valeurs humaines dans lesquelles je me suis tout de suite retrouvé, et je me dis, c'est une aventure super, je veux faire partie de cette aventure. Et depuis, j'ai pas quitté tu parlais de phare, j'ai pas quitté le bateau, voilà, depuis 2009. Donc voilà ma rencontre avec RH. Sur le projet, alors pourquoi écrire sur le Bangladesh, pourquoi moi, enfin voilà, c'est un peu bizarre comme ça, on se dit. Bon. Il y a deux choses importantes sur la raison d'être de l'ouvrage. Il y a des raisons très personnelles déjà, et puis des raisons qui sont liées pour moi à mon engagement professionnel et personnel. La première chose, c'est, moi je suis un littéraire à la base. Je fais des études littéraires, je suis une hippocampe, je fais des études d'histoire, donc je suis très littéraire, j'adore lire, voilà. Et j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir passer le truc de l'écriture, et aujourd'hui je ne suis pas encore, ce qui peut-être me distingue aussi de vous, c'est que j'ai un projet d'écriture plus personnel, mais c'est à la fin c'est pas tout de suite. J'ai déjà des idées, j'avais commencé à écrire déjà en mission sur mon expérience au CICR, mais je laisse pour la fin, et je pense que j'ai des choses à partager aussi là-dessus. Mais pour l'instant, je laisse de côté. Donc il y a une appétence déjà pour l'écriture, et surtout pour la recherche. Moi j'adore aller fouiller, regarder ce qui se passe. J'aurais voulu être archéologue, mais ça s'est pas fait parce que c'est aussi, j'ai un peu peur des spéléologies, tout ça, les trucs dans les terrains. Mais ça s'est pas fait, mais j'adore creuser. Voilà, j'adore. C'est intéressant ce que tu disais sur ta vision de l'ouvrage aussi. J'adore révéler les choses. L'objectif de l'écriture pour moi aussi, c'était de révéler un certain nombre de choses et d'essayer de casser certaines idées préconçues, et je vais y revenir. Donc l'appétence pour la recherche et l'écriture, et puis c'est très lié, l'ouvrage est très lié à l'exercice de mon métier de juge de l'asile, puisque je suis juge de l'asile nommé par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. J'ai commencé en 2012, j'ai fait 2012-2013, je me suis arrêté en 2014-2015 parce que c'était incompatible avec justement mon travail à la CAD qu'a mentionné Eric tout à l'heure, et j'ai repris depuis début 2016. Et j'avais un énorme dilemme sur le traitement de certains dossiers. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai un devoir de réserve, mais sur certains dossiers, en particulier des Bangladais. Voilà.
Donc j'ai commencé à m'enseigner sur, voilà, je me suis dit j'ai un constat, on a un certain nombre beaucoup de réfugiés bangladais qui viennent d'abord à l'OFPRA, l'office qui est en charge du premier examen de la demande d'asile, et puis à la CNDA, donc à la Cour nationale des droits d'asile où je travaille, et j'ai pas assez d'informations en fait pour prendre une décision avec une intime conviction, puisque le juge doit décider sur la base d'une intime conviction. Et donc j'ai fait les raisons de bibliothèque, de librairie, je trouvais rien. Gibert, il n'y a rien du tout. Les librairies orientales, il n'y a rien du tout. Ou alors c'est les trucs des années 70, Picnic on the Rose, enfin voilà, c'est pas très utile, malheureusement c'est bien, hein, mais c'est pas très utile pour le travail de juge et le travail d'appréciation voilà, sur l'appréciation de la vérité d'un discours. Et donc je me suis dit, ben voilà, la seule solution c'est que tu t'y mettes. Donc je m'y suis mis. Donc j'ai commencé début 2016 à faire un travail de recherche qui m'a pris 14 mois. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça c'était gratos, hein. J'ai pas eu de... Voilà, c'était sur mon temps personnel. J'ai fait une mission en décembre parce qu'il fallait absolument que je fasse une mission en décembre pour aller voir à Dakar ce qui s'y passait, en développement au fur et à mesure des contacts avec lesquels j'ai une plateforme internet, une plateforme informelle via Skype de 4-5 personnes, des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, un avocat aussi, où on essaie d'échanger sur aussi aujourd'hui comment ça se passe en contrepoint avec la crise des Rohingyas aujourd'hui, qui est une catastrophe aujourd'hui sur ces 400 000, plus de 400 000 réfugiés Rohingyas qui ont passé la frontière. J'insiste, je ne parle pas des Rohingyas justement dans le livre, j'ai expliqué pourquoi. Et du coup, voilà, 14 mois, et puis je me suis dit au départ, bon, on va faire un rapport un peu comme... sans prétention, comme Amnesty, enfin sans prétention, je veux dire, voilà, mais pas essayer d'atteindre comme Amnesty ou Human Rights Watch, etc. Et puis en fait, je dis non, je ne vais pas faire de rapport, je vais faire un ouvrage. Parce que je veux que ça prenne une autre forme, je veux que ça prenne une forme un peu plus sérieuse. Autrement, je ne dis pas que les rapports ne sont pas sérieux, mais quand c'est un ouvrage, vu de l'extérieur, c'est autre chose. Donc du coup, ben, je l'ai écrit finalement assez vite. Je ne sais plus en combien de temps, je l'ai écrit assez vite. Il est sorti en avril. J'ai eu la chance d'avoir un cabinet d'avocats en arbitrage international qui a un fonds de dotation qui s'appelle Beto Serralini, qui m'a donné un petit pécule pour tous les aspects maquettage, etc. Maquettage et impression, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en fait. Enfin, c'est quelque chose qui coûte très très cher sur l'édition d'un ouvrage, et c'est auto-édité. Donc c'est moi qui l'ai édité, je ne voulais pas... voilà. Et du coup, comme j'ai fait, on en a parlé aussi avec Indiana, je me suis dit, je vais essayer aussi pareil sur ces différentes maisons d'édition. Alors il y en a deux qui l'ont pris. Il y en a un qui est une plateforme assez classique qui s'appelle Edilivre, qui publie un certain nombre d'auteurs. C'est totalement gratuit, voilà. Donc il est édité chez Edilivre, il a un numéro ISBN et il est référencé à la Bibliothèque nationale et il se trouve sur Amazon. Et puis donc il y a celui-là qui est le bouquin mère, si je puis dire, qui est à disposition. Donc voilà le processus. L'idée c'était vraiment de révéler certaines vérités, de casser certaines idées préconçues sur les Bangladesh, sur l'histoire du Bangladesh, sur la politique au Bangladesh et sur ce qui se passait aujourd'hui, sur un certain nombre de personnes vulnérables. Tu parlais de victimes, effectivement, les victimes sont au cœur de l'ouvrage. Il y a aussi un témoignage très fort d'une sœur de victime de disparition forcée qui était, le frère était dans un parti d'opposition et il est toujours il est disparu en 2013, on ne l'a pas retrouvé depuis et je pense qu'il doit être malheureusement décédé. Donc voilà, donc un travail très, très intéressant, ou aussi un travail de promotion. Alors là, je pense que ça va prendre plus de temps que le bouquin. Franchement, le travail de promotion, mais c'est hyper intéressant c'est du learning, pardon de l'anglais, mais c'est du learning by doing, c'est vraiment ça. Comme on parle aussi avec Indiana LinkedIn, j'essaie de la plus simple pour utiliser plus LinkedIn sur ce plan-là, mais c'est extraordinaire. Moi, LinkedIn, j'ai promu le bouquin sur LinkedIn, j'avais 500 connexions, aujourd'hui j'en ai plus de 5000. Enfin, c'est un truc de fou. Et ce que tu disais sur l'impact, et je viens justement à l'impact, parce que le temps avance aussi, mais sur l'impact et l'ouverture que ça peut donner, moi, c'est une boîte de Pandore cet ouvrage. Enfin, c'est vraiment une boîte de Pandore. C'est-à-dire que effectivement, j'ai créé un cabinet d'expertise en 2012, mais vraiment il est fonctionnel depuis 2016 sur les sujets état de droit, questions droits de l'homme et questions humanitaires. Si vous voulez, on pourra en parler après autour d'un verre. Mais du coup, sur l'assise de la notoriété, tu vois, qui se crée, qui commence à se créer sur le cabinet, c'est clair que le bouquin est clé.
sur l'ouverture à certains partenaires, à des ONG françaises que je ne connaissais pas, sur des sujets questions pénitentiaires, sur des sujets état de droit, avec les avocats, parce que les avocats, c'est une mine d'informations pour les avocats. J'ai maintenant énormément de liens avec des avocats à Paris et ailleurs. Et le milieu universitaire aussi. Et le milieu universitaire aussi, parce qu'il y a aussi des conférences qui sont prévues, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fait une conférence avec un chercheur aussi à la Cour nationale du droit d'asile, à l'IRIS. Il y a une conférence qui est prévue à Perpignan, dans les pays catalans. Il y a aussi à l'université, il y a aussi une conférence qui est prévue à Lyon, entre Forum Réfugiés et DHL et le barreau de Lyon. J'ai fait une conférence aussi au barreau de Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est extraordinaire la résonance, voilà. La résonance que ça peut avoir, la résonance que ça peut avoir sur un tel bouquin. J'ai fait aussi des interviews sur RFI, dont je me sers aussi en termes de promotion, clairement, enfin, avec Véronique Guémard qui a toutes les semaines une chronique sur les droits de l'homme qui est super intéressante et que je vous conseille d'écouter si jamais vous ne la connaissez pas. Voilà, donc c'est vraiment une aventure qui se poursuit. Moi, ça m'a donné envie de continuer à écrire. J'ai un autre projet sur le Bangladesh d'écriture, mais qui sera plutôt pour la fin de l'année prochaine, début 2019, en lien avec un contexte électoral, parce qu'on va avoir des élections au Bangladesh et je vais travailler plus là sur la question de la violence politique au Bangladesh et essayer de réinterroger comment, et c'est important parce que c'est encore dans l'idée de déconstruire la vision prédominante qu'on a sur le Bangladesh aujourd'hui. Moi, la question que je pose, bon, c'est très précis, mais c'est est-ce qu'on parle d'un régime autoritaire ou est-ce qu'on parle d'un régime totalitaire? Et j'essaie de revisiter un petit peu, alors ça me demande du travail aussi, parce que je suis historien, mais je ne suis pas politologue, mais de relire un petit peu Raymond Aron, de relire Hannah Arendt, ce qu'il dit sur le totalitarisme des années 40, et d'aller voir et de regarder leur grille de lecture, leur typologie, leur grille de lecture, et réinterroger ce que j'ai comme éléments, indices, paramètres par rapport au contexte bangladais aujourd'hui. Donc ça, je vois déjà le bouquin après. Mais voilà, j'ai un projet sur le Bangladesh, un projet sur la Mauritanie et aussi un petit projet sur l'Afghanistan, encore en lien avec ce qui se passe avec la Cour nationale du droit d'asile, qui est assez dramatique ce qui se passe, je vous passerai les détails. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous remercie. Merci de votre écoute.